Nous sommes plus de 150 000 travailleurs. Nous sommes des femmes, nous sommes des hommes. Nous donnons chaque jour notre poitrine, notre sang et notre sueur, notre énergie pour que l'école puisse exister en Côte d'Ivoire. Nous sommes les enseignants du privé, nous sommes les éducateurs, nous sommes les correspondants fichés, nous sommes les directeurs des études. Depuis le préscolaire jusqu'au secondaire, nous nous battons, nous corrigeons des feuilles, nous préparons des cours, nous participons aux examens à grand tirage. Nous faisons l'école à plus de 50%. Je dirais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des communes même où nous faisons l'éducation à plus de 90%. À plus de 90%. Et si nous ne nous battons pas pour nous libérer, c'est comme si des personnes se battront pour nous garder esclaves. 80 000 francs comme salaire, payé 8 mois sur 12. Renvoi abusif. Privation des droits les plus essentiels. Aucune couverture sociale. En un mot, notre secteur est miné. Alors quand je dis notre secteur, il s'agit de l'éducation nationale. Nous avons une histoire. Nous existons. À travers cette vidéo, nous voulons vous parler de notre histoire. Nous voulons vous parler de nous. Vous savez tous les jours que nous faisons l'école ivoirienne, mais vous ne savez pas ce que nous vivons. Vous ne savez pas l'injustice qui nous pèse dessus. Vous ne savez pas combien de fois nous sommes minés, combien de fois nous croupissons dans la misère. Logement décent, nous ne connaissons pas cela. La nourriture, pratiquement nous ne connaissons pas cela. Et nous voudrons, par cette vidéo, vous parler de nous. Dire que nous existons. Dire que ceux qui font la majeure partie, sinon ceux qui font la majorité de l'école ivoirienne existent. Et qu'il faut tenir compte d'eux. Il faut tenir compte d'eux. Aidez-nous à faire entendre nos voix. Partagez massivement cette vidéo. Quand vous le faites, quand vous le partagez, vous participez au développement de votre pays. Le citoyen non formé, que vaut-il pour le pays? Comment un pays peut-il se développer? Comme quelqu'un le disait, on n'émerge pas parce qu'on est submergé de pétrole. On n'émerge pas parce qu'on est submergé d'or, d'uranium, de cacao ou quoi d'autre. On émerge tout simplement parce que nous avons des citoyens qui sont formés, parce que nous avons une population qui est formée, une population qui a un bon système éducatif. Laissez-moi vous partager l'histoire des écoles privées, l'histoire de l'éducation nationale. En 1961, un décret, n'est-ce pas, est pris par le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, un décret donc pour réglementer l'école ivoirienne. Et ce décret de réglementation va donc aboutir à un protocole d'accord entre l'État et les établissements privés. Pourquoi? Pour la simple raison que l'État va concéder, l'État va permettre aux particuliers de créer des écoles afin de compléter, afin d'être le complément des établissements publics. En le faisant, ce n'est pas pour rabaisser l'école, mais c'est pour mettre le privé et le public au même niveau, parce que quoi qu'il en soit, les travailleurs ont les mêmes diplômes, quoi qu'il en soit, ils ont le même programme éducatif, quoi qu'il en soit, ils travaillent sur les mêmes citoyens pour les mêmes diplômes. Et donc, ce protocole va déterminer des lignes de conduite, et pour les parents, et pour les fondateurs, et pour le personnel, sur le plan social, sur le plan financier, et sur tous les plans, pour que l'école puisse garder un caractère homogène, qu'on quitte le privé pour aller vers le public. Il n'était pas question qu'il y ait un déséquilibre aussi flagrant. Là, en 1982, le protocole est signé, la grille salariale est établie et tout est bon, l'école va bien. En 1992, alors, un arrêté ministériel va être pris, va être mis sur la table et compte tenu de cet arrêté, le décret cesse d'être appliqué, la grille salariale
est appliqué, on va discuter d'un salaire conventionnel qui n'augmentera jamais. Donc, ce salaire conventionnel, disons-le, fait une réduction dramatique. Pas dramatique, excusez-moi. Une réduction drastique, n'est-ce pas, du salaire normal, passant ainsi donc de 150 000 à 95 000 francs pour les enseignants du premier cycle. On va réduire le salaire des enseignants du privé, on va supprimer le grille salariale et on va leur priver de toute augmentation. L'anarchie s'installe, les fondateurs appliquent ce salaire comme ils veulent et personne ne lève le petit doigt. Personne ne lève le petit doigt. Les signataires, naturellement, il a fallu un syndicat des enseignants du privé pour légitimer, n'est-ce pas, ce que je vais appeler ce coup de poignard, n'est-ce pas, dans la vie des enseignants du privé, du personnel éducatif, UGTCI, Vénéplacie, UGTCI encore, et même le ministère de l'Emploi et de la Fonction publique. Dans cette complicité, on va donc clochardiser l'enseignant du privé. Eh bien, ce salaire même, aussi réduit soit-il, ne sera jamais appliqué par les fondateurs. Mais parfois, les gens nous brandissent l'argument suivant. Mais il s'agit du privé. Laissez-moi vous rappeler que cet article-là est un article de la loi de 1995 qui dit « Le service public de l'enseignement peut être concédé à des établissements d'enseignement privé. » Attention, ce n'est pas une loi de privatisation, mais une loi de concession. Et cette concession, les conditions de la concession seront définies par le décret de 1997. L'État peut concéder le service public de l'enseignement à des établissements privés par convention. Et il y a des obligations, il y a des garde-fous, il y a des lignes, des précautions à observer. Malheureusement, dans la concession, aucune loi ne sera respectée et on aura l'impression que l'école même a été privatisée. Les fondateurs circulent en roue libre, imposent leur loi, qui est la loi du business, et voici comment nous allons connaître cette crise-là dans le système éducatif. Les plus gros perdants, c'est qui? Ce sont les enseignants, ce sont les éducateurs, ce sont les correspondants fichés, ce sont les directeurs des études. Ces hommes et ces femmes vont se voir privés de salaire, vont se voir privés de leurs droits, vont se voir privés de toute couverture sociale. Eh bien, des réflexions sont faites. Les principes d'Abidjan, plus de 55 experts internationaux se rassemblent à Abidjan et déterminent les problèmes de l'école ivoirienne. En fait, les problèmes de l'école internationale, tout simplement. Chaque pays, donc, prend des résolutions à partir d'Abidjan pour aller les appliquer afin d'améliorer son système éducatif. Malheureusement, notre pays, qui est Abidjan, qui est, je vais dire, là où les principes ont eu lieu, malheureusement, nous, enseignants du privé, nous n'avons pas eu de résolution, nous n'avons pas bénéficié d'avantages et nous continuons de croupir dans la misère. Le MIDH a même tiré les sonnettes d'alarme pour dire pour écrire un résumé exécutif sur l'impact de la privatisation et de la marchandisation de l'éducation nationale sur le droit à l'éducation au regard des principes d'Abidjan. Un document très riche qui va stipuler, qui va faire sortir les problèmes de l'école. Parce qu'en fait, cela ressemble à une privatisation ou à une marchandisation, ce qui était censé être une concession. Et donc, le rapport final est sorti, et bien, rien n'a été fait. Nous alors, puisque c'est nous qui sommes concernés, le 5 novembre 2022 à Palm Club, nous allons tenir une conférence de presse pour interpeller nos autorités, interpeller la communauté internationale, interpeller la communauté nationale compte tenu sur le fait que l'école est en train d'être détruite. Tout simplement parce que la législation existante n'est pas suivie de façon scrupuleuse et de façon rigoureuse. La conférence de presse étant faite, étant relayée par plusieurs presses, de chaînes de télévision, de la presse écrite, alors, Dieu merci, le gouvernement va réagir tout simplement en demandant aux syndicats du secteur privé et aux fondateurs de s'entendre, de discuter pour s'entendre, de telle sorte que la crise, n'est-ce pas, qui existe au privé, n'est-ce pas, disparaisse. Encore, il y a eu les états généraux de l'éducation nationale. On relève encore les problèmes, mais dans le privé,
les enseignants, les travailleurs du privé n'ont pas de retombées. Un peu, en fait, tout se passait comme si, quand on parle de l'éducation nationale, il faut exclure le privé. Il ne faut pas parler du privé. Il ne faut pas prendre des résolutions pour le privé. Il faut laisser le privé dans cette situation de misère. Les états généraux passent. Les travaux sont remis au gouvernement. Et enfin, les fondateurs vont rencontrer les syndicats pour une discussion. Alors, nous avions pensé que, nous enseignants, nous travailleurs du privé, nous avons pensé que les fondateurs et les syndicats allaient discuter pour le bien-être des enseignants. Malheureusement, ils ont préféré un salaire de misère, ils ont préféré la souffrance, n'est-ce pas, des enseignants du privé. Nous sommes, j'allais dire, nous sommes choqués. Nous sommes choqués parce qu'on va à des discussions, les syndicats présents qui disent, ben écoutez, on a un salaire qui a plus de 200 000 et on a un salaire de 128 000, mais nous, syndicats et fondateurs, on décide de choisir le salaire de 128 000 pour délaisser le salaire de plus de 200 000. Et nous, syndicats, qu'est-ce qu'on fait? Depuis 1994 jusqu'en 2023, toutes les augmentations qui ont eu lieu, nous laissons tomber. Nous demandons aux fondateurs de ne plus les appliquer. Il faut juste appliquer 24%. Des augmentations qui tendent dans l'ordre de 100% et plus, il faut tout simplement délaisser et appliquer que 24% pour que notre salaire soit 128 000. Alors que ce salaire, n'est-ce pas, dépasser les 200 000. Mais laissez-moi vous dire, en 2023, 2024, 2025, 2026, aucun citoyen responsable, travailleur, surtout enseignant, ne peut vivre avec 128 000. Même avec 200 000, c'est hypothétique. Mais nous encore, le coup de poignard dans le dos des travailleurs du secteur privé. Des rencontres ont lieu, toujours, aucune solution pour nous. Malgré tout, les rencontres, aucune solution. Des rencontres entre ministères et syndicats du privé, mais aucune solution. Des tableaux, des syndicats, 14 syndicats, le comité de conseil, tout ce qui existe comme organisme, ils vont s'asseoir, mais aucune solution. Parce que nous, en fait, depuis 31 ans, nous avons faim. Nous ne dormons pas, nous ne sommes pas logés. Donc, lorsque des gens font des réunions et qu'au sortir de ces réunions, nous n'avons pas de solution pragmatique, ben nous supposons que vous n'avez pas pensé à nous. Vous n'avez pas pensé à nous. Et donc, des rapports. Alors, finalement, nous, on se demande, mais à ces rencontres-là, est-ce que vous parlez véritablement des réalités des enseignants du privé? Est-ce que vous parlez des réalités? Des documents sont signés, des rapports, des séminaires, des syndicalistes. Ils se réunissent. Et finalement, on n'a que des diagnostics. En un mot, tout ce que vous signez là, c'est pour qui? En un mot, tout ce que vous signez là, c'est pour vous. Mais pourquoi nous ne recevons absolument rien? Au point où, jusqu'à présent, les enseignants du privé souffrent. La rentrée ne peut pas commencer le 8 pour eux. Ils ne peuvent pas avoir de salaire. Ils vont passer 4, 5, 6 mois de vacances sans salaire. Franchement, nous, aujourd'hui, j'allais dire nous sommes fatigués. Au point où nous-mêmes, enseignants, éducateurs, correspondants fichés, directeurs des études, nous avons décidé de nous organiser afin de nous exprimer. Donc, nous là, nous sommes les enseignants, nous sommes les éducateurs, nous sommes les correspondants fichés, nous sommes les directeurs des études. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous exprimer parce que nous sommes fatigués. Nous avons décidé de faire connaître notre histoire à tout le monde afin qu'une solution soit trouvée. Tout récemment, il y a eu même le séminaire de Yamoussoukro. Encore et encore, syndicats, DEP, ministère, service des impôts, CNPS, inspection du travail. Toutes ces institutions vont encore se réunir. Depuis 31 ans, ils se réunissent. Et pendant ce temps, nous mourons. En fait, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués et aujourd'hui, nous voulons nous exprimer. On produit des rapports kilométriques, mais de façon pragmatique. Qu'est-ce que cela change dans notre quotidien? Rien. Les fondateurs continuent de nous maltraiter. La loi continue d'être inexistante au privé. La loi continue de s'arrêter aux portes de l'enseignement privé. Mais ce sont des dizaines de syndicats que vous pouvez voir là. Voilà, vous pouvez voir là.
à cette réunion-là, DECO, DEP, DRENA, ministère de l'Emploi, ministère des Finances, CNPS, la Direction générale des impôts, le Trésor, Fédération nationale des établissements privés, FENDEPLACI, bon, en fait, voilà, école confessionnelle, tous ces syndicats, tout, en fait, j'en passe, pour dire que tout ce monde-là a un séminaire, Cinéplacie, CEPSI, LIDECI, SILEPSI, MEPSI, et j'en passe. Mais en fait, qui défendez-vous? Vous défendez quelle corporation? On va donc de séminaire en séminaire, de rencontre en rencontre. Pendant ce temps, les enseignants meurent, les enseignants croupissent sous le poids de la misère, les licenciements abusifs. Et d'ailleurs, ce séminaire même de Yamoussoukro, avoir son programme, ben, il n'y a que des formateurs. Il n'y a que des formateurs. Ce n'était même pas un séminaire pour écouter les enseignants du privé. Ce n'était même pas un séminaire pour se penser véritablement sur les problèmes des enseignants du privé. C'est comme si nous allions dire, c'est la énième fois qu'ils se réunissent pour faire quelque chose, en tout cas, qui ne sera pas bénéfique pour nous. Parce que nous, aujourd'hui, nous avons besoin de solutions pragmatiques. Tout récemment, nous avons eu l'information sur la page du ministère de l'Éducation nationale vers une nouvelle loi adaptée aux ambitions de la Côte d'Ivoire, éducation nationale. Donc, des lois dans le secteur éducatif. Cette réforme n'est pas une réforme de plus, mais une refondation du système éducatif, a conclu la directrice de cabinet adjointe avant de déclarer ouvert l'atelier. Nous, notre question c'est, vous allez cette fois-ci tenir compte du privé qui fait la majorité, ou alors, encore une fois, le privé sera ignoré? Et c'est à cette question que nous voudrons vraiment avoir une réponse. Le privé sera-t-il encore ignoré? Le privé va désormais bénéficier d'une disposition légale, rigoureuse, garantissant leur bien-être social, afin qu'ils puissent accomplir leur travail valablement et rechercher cette éducation de qualité, ou alors on va encore écarter le privé, laisser le privé dans la misère et mettre des slogans pour dire qu'on veut une école de qualité. Peut-on véritablement garantir une école de qualité lorsque celui qui enseigne ne mange pas, lorsque celui qui enseigne n'a pas de situation sociale, lorsque celui qui enseigne n'arrive pas à se soigner, lorsque celui qui enseigne n'arrive pas à scolariser son enfant? Peut-on garantir une éducation de qualité dans ces conditions? C'est une question à laquelle nous souhaiterons avoir des réponses. Parce que je suis enseignant. Dans une salle de classe, lorsque nous y sommes physiquement, cela n'est pas suffisant. On a besoin d'avoir la tête tranquille. Mais lorsque mon loyer n'est pas payé, lorsque je n'ai même pas pu laisser l'argent de popote, lorsque le transport même me chagrine, lorsque je pense en même temps à tous les problèmes, parce que je ne peux pas avoir plus de 200 000 francs comme salaire, alors que je dois accomplir cette mission noble qu'est l'éducation nationale, s'il vous plaît, on ne peut pas être là physiquement et mentalement. L'éducation ne peut pas être faite. Chers collègues, chers travailleurs du privé, c'est le moment de nous unir. C'est le moment de parler d'une même voix. C'est le moment de créer une bonne communication de telle sorte que nos voix puissent être entendues pour une bonne fois. Sinon pour une première fois dans l'histoire. Parce que nous voulons une éducation de qualité. Nous voulons une éducation d'excellence. Merci.